Je suis Anne Pioz, psychothérapeute et je vous accompagne à retrouver une relation sereine et intuitive avec votre alimentation. La pleine conscience du pouvoir est un podcast qui vous accompagne à reprendre le pouvoir dans votre relation avec la nourriture, à sortir des injonctions de la culture des régimes et à ne plus vous sentir seul avec tout ça. Dans ce podcast, je partage des outils, des réflexions. Je vous parle aussi de pleine conscience et d'introduire dans votre quotidien plus d'observation de votre propre fonctionnement. Je vous propose également des témoignages de femmes et d'hommes qui vivent ou ont vécu un trouble du comportement alimentaire ou une relation compliquée avec leur alimentation. Leurs témoignages vous permettront, je l'espère, de réaliser que nous sommes nombreux à nous retrouver pris au piège de cette relation toxique. Je vous laisse avec l'épisode du jour. Robin, 31 ans, papa d'une petite fille de 3 mois et guéri de l'hyperphagie à 95%, je dirais. À un moment donné, j'ai essayé de comprendre quelle était ma problématique finalement avec la nourriture. On lance cette thérapie par l'hypnose. Je fais 3 séances et ça marche parfaitement. Il y a le fond et la forme. Cette première partie m'a permis de m'attacher plutôt à la forme. Pendant ces 3 ans-là, j'avais des crises, mais ça avait énormément diminué. Et ça m'allait comme ça finalement. Je me suis rendu compte à ce moment-là que j'étais probablement pas totalement guéri. Je me suis toujours considéré comme quelqu'un d'assez zen et de pas stressé. Et en fait, c'est tout l'inverse. Ça refait surface de temps en temps. Il faut le voir un peu comme quelque chose de positif, dans le sens où c'est un signal qui permet de te dire « bon, là, fais gaffe, parce que ça va plus ». On en guérit, mais il n'y a pas de remède miracle. Ça ne se soigne pas comme ça en un claquement de doigts. C'est un processus, c'est du temps, il faut être patient. Bienvenue dans l'épisode 62 du podcast La pleine conscience du pouvoir. Aujourd'hui, je vous propose d'entendre le témoignage de Robin. Après avoir entendu le parcours de Ludovic dans l'épisode 50, Robin m'a contacté pour contribuer à mieux rendre visible ce trouble des conduites alimentaires méconnues qu'est l'hyperphagie, encore plus lorsqu'il touche les hommes. À 31 ans aujourd'hui, Robin se considère guéri à 95% et il nous raconte son parcours de thérapie en plusieurs tranches, vous le verrez, comme j'aime à les appeler, qui lui ont permis de travailler la forme puis le fond. Je ne vous en dis pas plus et vous laisse découvrir notre échange. Bonjour Robin. Bonjour Anne. Je suis vraiment ravie de t'accueillir dans ce nouvel épisode du podcast La pleine conscience du pouvoir. Je suis toujours ravie d'accueillir des nouveaux témoins, mais tu arrives en tant que second homme qui vient témoigner après Ludovic sur le podcast. Donc merci beaucoup à toi d'être là et de m'avoir proposé de venir témoigner à ton tour, puisque tu m'as contacté après avoir entendu le témoignage de Ludovic pour venir toi aussi apporter ta pierre à cet édifice-là. Donc merci beaucoup à toi, Robin. Merci de m'accueillir. Effectivement, j'ai découvert ton podcast en recherchant des témoignages d'hommes atteints d'hyperphagie. C'est quelque chose qui se fait assez rare. Et même au-delà de ça, les témoignages sur l'hyperphagie, que ce soit pour les hommes ou pour les femmes, sont assez rares. Donc je suis tombé sur toi avec le témoignage de Ludovic et justement je me suis dit pourquoi pas témoigner moi aussi, étant atteint d'hyperphagie, d'apporter ma pierre à l'édifice. Ouais, exact. Alors même si tu as un peu commencé à le faire, comment tu te présenterais à nous, Robin ? Alors Robin, 31 ans, je suis papa d'une petite fille qui va avoir 3 mois demain. Oh, elle est toute petite encore. Elle est toute petite, ouais, 3 mois. 3 mois demain, qui s'appelle Sacha. Justement, il y a toute cette problématique d'hyperphagie qui a pris une autre dimension avec son arrivée, parce que je me pose aussi beaucoup de questions pour ne pas lui transmettre trop ça. On en parlera dans mon témoignage, mais je pense qu'il y a une partie un peu de mimétisme, puisque moi, je pense que c'est aussi ce qui a fait mon hyperphagie. Mais voilà, je me présenterai comme ça. Ouais. Robin, 31 ans, papa d'une petite fille de 3 mois et guéri de l'hyperphagie à 95%, je dirais. Oui. Ok. C'est ce que tu dis, je trouve ça vraiment intéressant de ce rôle de papa, parce que
très régulièrement dans les personnes qui viennent témoigner, j'ai entendu, alors principalement des mamans jusqu'à présent, mais qui disaient combien la naissance de leurs enfants avait été des moments clés dans leur processus de guérison d'un trouble des conduites alimentaires. Donc voilà, à nouveau, tu apportes ce témoignage-là de quelque chose dans la non-transmission du trouble. Ouais, c'est exactement ça, parce qu'en fait, j'ai pris pas mal de recul justement sur cette maladie pour l'analyser et comprendre un peu comment c'était arrivé. Alors, ça vient pas que d'une seule chose, mais je pense qu'il y a, de mon expérience à moi, une part de mimétisme avec ce que j'ai pu voir quand j'étais plus petit, et donc mécaniquement, j'ai un peu cette peur de transmettre ça à ma fille. Donc, bon, pour l'instant, à 3 mois. J'ai de la marge. Oui. Mais, oui, effectivement, quand elle va commencer à manger, qu'elle va s'asseoir à table avec moi, c'est des choses que je voudrais pas lui transmettre. Je comprends. Alors, est-ce que ça te va de nous parler de ton histoire, comme je le propose toujours, dans un ordre chronologique, en fait? Comment tout ça a commencé? Déjà, j'ai pris conscience de cette hyperphagie et j'ai mis des mots dessus il y a pas si longtemps que ça, entre 3 et 5 ans, mais chronologiquement, ça fait beaucoup plus longtemps que j'en suis atteint. Oui. Je pense que c'est quelque chose qui est arrivé assez rapidement. Dès la primaire, je pense, j'étais déjà en surpoids et j'avais des bonnes crises où je rentrais le soir après l'école et où je dégommais tout ce que je pouvais trouver dans le réfrigérateur. Je sais pas exactement pourquoi j'avais ces crises à l'époque. Il y avait cette part de mimétisme, parce que je pense que mon père est un hyperphagique qui n'a jamais été diagnostiqué. Oui. Donc je pense qu'il y a peut-être ça qui a joué, mais d'un point de vue psychologique, je sais pas pourquoi j'avais ça à l'époque. Pendant des années, je me suis considéré juste comme étant quelqu'un de gourmand. Donc ça, c'est la première partie de mon expérience d'hyperphage. Et puis en fait, au fur et à mesure du temps, en vieillissant, j'ai enchaîné les régimes, les restrictions, tout ça, en ayant des résultats, mais des résultats qui duraient qu'un temps. Et puis une fois que la restriction sautait et qu'on perdait le contrôle, eh ben c'était pire. En fait, je reprenais beaucoup plus de poids et j'en souffrais énormément. À un moment donné, j'ai essayé de comprendre quelle était ma problématique finalement avec la nourriture. Et en fait, il y a quelque chose comme 3 et 5 ans, j'ai eu une discussion avec mes parents pour leur dire que justement, je cherchais comment, entre guillemets, apaiser ma relation avec la nourriture. Et ce qui est drôle, c'est que la solution est venue de mon père. C'est un peu le hasard, mais il m'a dit, écoute, mon médecin traitant pratique l'hypnose, tu devrais essayer. Ça veut dire qu'à ce moment-là, tu avais mis le mot déjà sur hyperphagie, ou non? Tu voyais qu'il y avait un problème, en fait? Absolument pas. Ouais. Je ne savais pas ce que c'était. Je savais juste qu'il y avait un problème. Oui. Je me rendais compte que j'avais un problème avec la bouffe et je pensais pas être juste gourmand. Je trouvais que ça allait beaucoup plus loin que ça. Oui, c'est-à-dire que déjà à ce moment-là, tu te disais non, c'est pas une histoire de régime, de poids, ça va au-delà de ça. Ouais, mais au début, pour être précis, ça me revient en discutant. Ce que je me disais, c'est je dois trouver un moyen finalement de faire en sorte que le régime alimentaire que je vais entreprendre ne soit jamais rompu. Tu vois, il y avait quand même toujours cette histoire de régime, mais trouver une solution pour qu'il ne soit pas rompu et que je puisse presque éternellement adopter des habitudes saines sur le long terme et ne jamais craquer, tu vois. C'était ça l'idée de base. Oui, et idée que beaucoup d'entre nous ont, en fait, de se dire, c'est juste que j'arrive pas à tenir. Et je cherche des solutions, y compris au niveau psychologique, pour finalement avoir plus de volonté, etc., etc. C'est exactement ça. Et même pour aller plus loin, c'est à cette période-là que j'ai commencé à lire beaucoup de bouquins de développement personnel, par rapport à la volonté, par rapport à toutes ces problématiques, parce que l'idée de base, c'était comment faire pour être encore plus discipliné. C'est ça, exact. Alors, si ça te convient, j'aimerais bien revenir à ce que tu disais de ton enfance, où tu disais, je comprends pas, même avec le recul, en fait, il y avait ces compulsions en entrant de l'école, ces goûters qui débordent ou quelque chose comme ça, et sans que tu vois vraiment de cause à ça. Je me posais quand même la question, est-ce qu'il y avait dans ta famille de la restriction, des aliments interdits, de la surveillance de ton alimentation, quelque chose comme ça, ou pas ?
Pas du tout, justement. En fait. Mmh. Alors, c'était goûter qui déborde et pendant les repas, c'était plusieurs services. Donc, en fait, j'ai jamais eu de restriction Mmh. et jamais eu de surveillance. Et en fait, ce que je te disais tout à l'heure par rapport au mimétisme, je voyais mon père manger énormément, des bonbons, des glaces, des trucs, plein de choses. Mmh. Et puis, il se cachait aussi, tu vois, Mmh. pour manger ça. Et peut-être que j'ai assimilé ça au fait de se dire, bah tiens, ces aliments-là sont interdits, donc il faut se cacher Mmh. pour les Et manger. oui, oui. Mais j'ai jamais été en confrontation directe avec une surveillance Mmh. Mmh. ou quelque chose qui s'apparente à ça, quoi. Oui, merci pour cette précision. Oui, donc on en était, hein, à ce moment où ton père te conseille d'aller voir son médecin ou votre médecin et qui pratiquait l'hypnose, hein, alors que toi, tu cherchais des solutions pour être plus discipliné et pouvoir tenir ce régime finalement. Il me propose ça et moi je me dis ben oui, pourquoi pas. De toute façon, tout est bon à prendre. Ouais. Donc c'est dans cet état d'esprit que je rencontre son médecin, une femme qui est absolument géniale, que je continue de voir d'ailleurs. Mmh. Et du coup, bah, on lance cette thérapie par l'hypnose. Mmh. Je fais 3 séances et ça marche parfaitement. Alors pas Mmh. dans ce qu'on imagine de l'hypnose, c'est pas comme ce qu'on voit à la télé, ça n'a rien à Non. voir. Elle me met pas une main derrière la tête en me disant bah voilà tu t'endors et maintenant tu n'es plus hyperphagique. Mmh. Pas du tout. Non. Elle travaille sur mon inconscient. Mmh. Et ça fonctionne parce qu'au fur et à mesure des séances, en fait, je réfléchis beaucoup à ce qui entraîne mes crises d'hyperphagie. Je me suis rendu compte, notamment, que je faisais beaucoup plus de crises lorsque j'étais fatigué, stressé, lorsque j'étais angoissé. Et Mmh. du coup, à la suite de ça, je me suis mis en place des bonnes Oui. routines Mmh. et qui m'ont permis, au fur et à mesure, justement, ben, de plus me retrouver dans ces situations qui entraînaient les crises. En tout cas, beaucoup C'est moins. ça, c'est ça. Oui, c'était vraiment un travail sur, tu disais, l'identification des causes, par exemple la fatigue, le stress, hein, t'as vraiment pu mettre le doigt dessus. Et du coup, travailler sur ces causes, en fait, éviter la fatigue, c'est tant est que ce soit possible, mais en tout cas limiter la fatigue et plus te reposer, par exemple, ou trouver des moyens d'être moins stressé, enfin travailler sur les causes de stress, etc. C'est ça que tu veux dire. C'est exactement ça, ouais. Mm. Ouais, c'est exactement ça. Mm. Donc, bah, j'ai un peu réorganisé ma vie autour de ça finalement. Oui. Et Mm. ça a été un vrai premier pas dans ce processus de guérison. Mm. En tout cas, moi qui cherchais des façons d'être plus discipliné, je crois que c'est vraiment ce que j'ai trouvé dans cette première partie de thérapie. Mm. Mm. Oui, parce que tu apparentais ça à de la discipline finalement. Ouais, quelque part. En fait, j'ai pas l'impression que cette première partie de thérapie m'a permis de régler les causes psychologiques, Mm. Oui, mais c'est. plutôt de régler les causes physiologiques Mm. finalement, Mhm. et de voir comment je pouvais ne plus les subir. Je comprends. Oui, c'était vraiment travailler plus sur la forme, peut-être, quelque chose comme ça. Bien que, hein, quand tu parles d'habitude de vie, de prendre plus soin de toi aussi. Enfin, moi, j'ai l'impression d'entendre ça aussi à ce moment-là. Ouais, tout Mm. à fait. Mais tu as raison sur ce que tu dis. Je pense que c'est effectivement il y a le fond et la forme, et cette première partie m'a permis de m'attacher plutôt à la forme. Mm. Oui. Ok, et ça, alors ça a pris combien de temps cette première partie alors? Parce que souvent les personnes Bah, se demandent, hein, combien de temps, alors sachant que c'est différent pour chaque personne, hein, mais voilà, en tout cas pour toi, ça a duré combien de temps cette première partie? ça n'a pas duré très longtemps. Ça a pris 3 séances en fait. Eh oui, c'est ce que Ça a tu pris disais. trois séances entre 1 et 3 mois, tu Ok. vois. J'ai plus le compte exact, mais ça a été assez rapide. Mais en tout cas, oui, je pense que c'est différent entre chaque personne. Moi, j'y suis allé dans une optique où j'y croyais à fond et j'étais prêt à tout pour que ça fonctionne. Donc, je pense que ça aide aussi, peut-être à la différence de quelqu'un qui serait un peu plus sur la réserve par rapport à l'hypnose. Je me suis posé aucune question. Je me suis dit, OK, c'est une façon de guérir. Je vais m'en sortir avec ça, quoi. J'y vais à fond. Oui, et puis ça veut dire aussi que, et c'est ce que j'entends aussi assez souvent, il peut y avoir un premier soulagement en fait assez rapide finalement, hein, dans le processus qu'on a aussi avec la thérapie d'alimentation intuitive. C'est un processus qui est long, mais il y a des premiers soulagements qui peuvent être assez rapides finalement. Ouais. Alors je suis impatiente d'entendre la suite hein, et de la deuxième phase du coup. En fait, j'ai arrêté la thérapie avant qu'elle se termine.
Au bout des 3 séances, j'ai arrêté pour 2 problématiques. Oui. La première problématique, c'était une histoire de temps. C'était pas forcément très pratique d'aller voir ce médecin, et puis je commençais à prendre entre guillemets du galon dans ma carrière pro. Mhm. Donc ça, c'est un moment donné où j'ai dû arrêter finalement la thérapie. À ce moment-là, je me suis dit, oh mais ça va, j'en ai quand même suffisamment appris pour que ça ne se reproduise pas. Mhm. Mhm. Et il s'est passé 3 ans, je crois, avant Mhm. d'entamer la suite. Pendant ces 3 ans-là, j'avais des crises, mais ça avait énormément diminué. Et ça m'allait comme ça, finalement. Mhm. Mais alors, je sais plus exactement c'est quoi les dates. Je me demande si ça correspond pas à quelque chose comme entre 1 an et 2 ans, où justement j'ai entamé cette deuxième partie. Mhm. Il y avait plein de facteurs. Je crois qu'il y a eu l'enfermement Covid. Il y a eu le fait que j'avais de plus en plus de responsabilités avec mon boulot, Mhm. que j'avais des projets perso qui me prenaient un peu la tête. Et Mhm. j'ai complètement flanché. J'ai fait un petit burn-out Eh oui, aussi. quand même, hein. Quand même, hein, c'était une période vraiment difficile pour toi, hein, parce que tu parlais tout à l'heure des facteurs déclenchant des crises, du stress, de la fatigue. Et là, ça prenait des sacrées proportions finalement, tout ça. C'était l'enfer. Mm. Je me suis rendu compte à ce moment-là que j'étais probablement pas totalement guéri. Mhm. Et qu'en tout cas, l'hyperphagie, c'était une chose, mais qu'il y avait peut-être plein d'autres choses derrière qui faisaient que j'étais hyperphagique, et que c'était surtout ça Mm. qu'il fallait que je règle, en fait. Comme la partie émergée de l'iceberg, qui serait les symptômes, entre Exactement. guillemets, qu'est l'hyperphagie, mais qu'en dessous, hein, il y a toute une face cachée, tout un terreau, en fait. C'est exactement ça. J'ai fait ce burn-out-là. Encore une fois, j'ai été prendre conseil auprès de mes parents. Comme quoi, Mhm. les parents sont vraiment de bons conseils. Oui, c'est une Et en fait, ressource pour toi, hein, j'entends. ouais, clairement. Mm. Et du coup, cette fois-ci, c'est ma mère qui m'a conseillé de rencontrer un psychothérapeute spécialisé en TCC, en thérapie Mhm. cognitive et comportementale. Oui. La problématique de base, c'était que je me disais que ce qui avait probablement causé ce burn-out et tous mes problèmes, entre guillemets, c'est que je prenais les choses beaucoup trop à cœur. J'ai un peu cette mentalité où je veux gagner. Je veux que Mm. ça fonctionne, je veux Mm. que quand je me lance dans quelque chose, j'y vais à fond. Oui. Donc du coup, c'est dans ce cadre-là que je vais voir ce thérapeute, Mhm. pensant que bah voilà, il faut que j'apprenne à prendre plus de recul sur les choses pour pas me retrouver face à mes problématiques et ne pas réussir à prendre de recul. Encore une fois, je suis tombé sur un thérapeute exceptionnel. Mm. Je me suis pas mal remis en question. Mhm. Je me suis toujours considéré comme quelqu'un d'assez zen et de pas stressé. Et en Mhm. fait, c'est tout l'inverse. Mm. La finalité, elle est là. C'est que vraiment, je me suis rendu compte à l'issue de cette thérapie que j'étais quelqu'un qui montrait pas forcément ses angoisses. Oui. Je garde beaucoup pour moi, mais en tous les cas, ouais, je suis quelqu'un de particulièrement angoissé. Mm. Ouais, ça te fait sourire avec le recul, hein, du Ouais, coup. ouais, bah ouais, parce que c'est quand même une bonne partie de vie à se considérer comme étant cool, zen, et alors Mhm. qu'en fait c'est tout l'inverse. Par exemple, je repense à des examens que j'ai pu passer comme le BTS ou la licence. De mémoire, BTS, j'ai chopé mononucléose plus grippe, plus dos bloqué. Ah oui, La quand même. licence, non mais ouais, je somatise. C'est de ça que je me suis rendu compte finalement. Quelle prise de conscience, hein. Je me pensais comme si, et en fait j'étais comme ça. Enfin, un truc presque radical, quoi. C'est ça. Ouais. Mm. Je fais plein de choses, j'ai toujours des projets, etc. Mais comme je suis engagé dans tout ce que je fais, et ben, je Mm. te laisse comprendre à quel Mm. point l'angoisse peut surgir à tout moment. La thérapie m'a permis de me rendre compte de ça. Le thérapeute m'a donné des bons exercices pour me permettre justement de relativiser. Mhm. C'est pas toujours facile, et je crois que de toute façon, quand on a ce genre de pathologie, je pense que c'est à vie et qu'il faut apprendre à vivre avec. Quand tu parles de pathologie, tu veux dire autour de cette anxiété, de ce stress? Je sais pas trop comment décrire ça. Je pense que j'ai une pathologie anxieuse ou angoissée, mais je sais pas comment le décrire. Oui, en tout cas, tu as identifié ce fonctionnement-là chez toi. Avec ton thérapeute, vous avez cherché ensemble des moyens de l'apprivoiser ou quelque chose comme ça. Mais tu dis, voilà, mon fonctionnement, il est comme ça. Mais aujourd'hui, j'avance avec, en fait. Ouais, c'est exactement ça. Mm. Et j'ai des petits outils pour relativiser. Oui.
Donc pour reprendre le fil de l'histoire, cette thérapie en TCC, je l'avais surtout prise pour entre guillemets régler le burn-out. Mhm. Et du coup, je me suis dit, bah, est-ce que ce serait pas le bon moment pour laisser tous les problèmes derrière toi et terminer ton hypnose? Mm. Et donc c'est ce que j'ai fait. Et c'était d'autant plus intéressant que, ben, avec la TCC, je m'étais rendu compte que j'étais quelqu'un d'angoissé. J'avais d'autres choses à apporter à la thérapie par l'hypnose. Mhm. Donc, j'ai refait 3 séances en apportant du coup un peu ces nouvelles problématiques, toujours liées à Oui. l'hyperphagie, mais j'avais un peu plus de profondeur à donner à la chose. Mm. Du coup, ben, là, cette deuxième partie de thérapie, elle m'a permis de travailler sur le fond et moins sur la forme. Elle était assez différente de la première, Oui. notamment sur les exercices qu'on faisait. Il y avait Mm. beaucoup de visualisation. Par exemple, il y a un truc qui m'a marqué dans cette thérapie, c'est qu'à un moment donné, je devais visualiser un ou des animaux totems. Mhm. Alors pour moi, c'était le lion et le panda. Ah Euh, tiens, c'est marrant ça, le contraste, hein? Oui. Ouais. En tout cas, j'ai trouvé ça super intéressant et ça donnait Mhm. vachement de poids à la thérapie. J'invite tes auditeurs à aller voir la définition des animaux totems lion et Mm. panda, mais quand j'ai été voir, moi, ça m'a sauté aux yeux. Depuis, je me suis plutôt attaqué à comment diminuer mes angoisses, mon Mm. stress, Mm. comment prendre plus de recul, comment être moins engagé. Et puis, en fait, Mm. ça passait surtout par relâche l'accélérateur, quoi. Prends un peu plus le temps, fatigue-toi moins, quoi. Mm. Ouais, dans un processus de ralentissement. Ouais, c'est ça. Et puis Mm. de se dire, tu sais, tu peux aussi être heureux en ayant moins de choses à faire, moins de projets. Entre guillemets, ouais, c'est un peu réducteur de dire ça, mais ton bonheur dépend pas que de ça. Mm. Mm. J'ai l'impression, dans cette période-là, l'hyperphagie était comme passée au second plan, en fait, que, hein, quand tu disais travailler Ouais. sur le fond. Mm. En fait, depuis la première partie d'hypnose, l'hyperphagie, j'ai quand même vraiment réussi à la réguler. J'ai vraiment eu une grosse rechute là, Mm. au moment où les galères se sont accumulées, et là j'ai lâché pied. Mais sinon, effectivement, c'est quelque chose que j'avais quand même réussi à apprivoiser de plus en plus. Ça refait surface de temps en temps, même si les crises, ça n'a plus rien à voir, quoi. Vraiment, Mm. c'est vraiment du pipi de chat par rapport à ce que ça a pu être, vraiment. Mm. Mais voilà, ça arrive de temps en temps. C'est pour ça qu'en préambule, je disais que j'étais guéri à 95%, parce que je pense que c'est quelque chose avec lequel on vit toute sa vie finalement. Mhm. Ça fait partie de nous, j'ai l'impression. Alors même si je lis plein de témoignages qui disent que non, quand on est guéri à 100%, Mm. si on a encore des trucs, c'est qu'on n'est pas guéri. Bah, moi, je suis pas d'accord avec ça. Oui. Je pense vraiment que ça fait partie de nous et comme toutes les galères de la vie, en fait, on peut en guérir, mais ça fait partie de nous et il faut juste vivre avec, en fait. Oui, souvent, tu vois, j'entends dans les témoignages les personnes dire que ça reste comme une petite bulle. Je crois que c'est Alizée dans son témoignage qui disait ça, une petite bulle dans un coin de sa tête, en fait, qui peut de temps en temps regrossir, reprendre de la place, et que c'est pour elle, et d'autres personnes ont témoigné de ça, comme un signal qu'il se passe quelque chose qu'il faut aller regarder, en fait. Tu vois, comme des symptômes qui réapparaissent et qui sont une alerte, de dire, attends, qu'est-ce qui se passe là pour moi en ce moment? À quoi il faut que je fasse attention? Ça, je sais pas Bah, si je ça te partage parle. totalement. Ouais, je Mm. partage totalement cette analyse. Il faut le voir un peu comme quelque chose de positif, dans le sens où c'est un signal qui te permet de te dire bon là, fais gaffe parce que Mm. ça va plus et Exact. reprends bien le fil. Mm. Donc voilà. Et oui, quand j'entends reprends bien le fil, j'ai envie d'ajouter reprends soin de toi ou quelque chose comme ça. Ouais, c'est ça, Mm. c'est ça. Ouais, ouais. Je suis en train de voir qu'on va bientôt se quitter, Robin. Et comme à chaque fois, j'ai envie de te demander quelle dernière chose tu aurais envie de partager, la chose qui résumerait ou la plus importante ou que tu n'as pas encore eu le temps de dire. Voilà, prenons ces quelques minutes pour ça. Eh ben, écoute, la première chose que je voudrais dire, c'est que cette pathologie qui est l'hyperphagie, je pense que c'est pas une fatalité. Alors, en tout cas, n'importe qui a la possibilité d'en guérir, j'en suis sûr. Peut-être que l'hypnose a fonctionné chez moi et que ça fonctionnera pas chez quelqu'un. Peut-être que la TCC a fonctionné chez moi et que ça fonctionnera pas chez quelqu'un. Peut-être que c'est aussi lié à des périodes de la vie. Peut-être qu'un quelqu'un va faire de l'hypnose à un moment de sa vie et que ça va pas marcher et qu'à un autre moment ça aurait fonctionné. Mhm. Le conseil que je peux donner à ces personnes qui sont atteintes d'hyperphagie et qui ont du mal à en guérir, c'est surtout de jamais lâcher
de toujours essayer de trouver quelque chose qui puisse permettre de résoudre cette problématique, parce que on en guérit, mais il n'y a pas de remède miracle. Je pense que c'est la mise bout à bout de plein de petites choses qui vont faire que, tiens, à ce moment-là, on est plus apte à recevoir l'hypnose, que la TCC fonctionne. Voilà. Mais c'est tous ces éléments réunis qui vont permettre la guérison. En tout cas, c'est ce que je pense, c'est ce qui s'est passé pour moi, et c'est ce que j'espère qu'il se passera pour les personnes qui nous écoutent et qui ont cette hyperphagie avec laquelle ils vivent. Oui, et puis je reste aussi avec ce que nous évoquions, du travail à la fois sur le fond, sur la forme, et je suis tout à fait aussi d'accord avec toi qu'il y a aussi des périodes de vie où il y a des choses qui sont possibles d'aller creuser, à d'autres moments ça ne l'est pas, et que voilà, c'est tout un processus en fait. C'est exactement ça. J'aurais pas pu utiliser un meilleur mot que celui-là. Et un processus, et parfois il est rapide et parfois il est très long. Et très très long, ça peut être des années, quoi. Moi-même, j'ai eu besoin de peu de séances pour trouver des solutions, mais le processus, il a mis des années à se mettre en place. Eh oui, comme s'il y avait un travail en sous-marin un peu. Oui. C'est ça. Il faut être patient, très patient même. Mais c'est comme n'importe quel objectif qu'on souhaite atteindre. Ça se fait pas en un claquement de doigts. Pour n'importe quelle autre maladie ou je sais pas, mais la maladie, ça me semble être aussi un bon exemple. Ça se soigne pas comme ça en un claquement de doigts. C'est un processus, c'est du temps. Faut être patient. Oui, ce qui, quand on est très... tu parlais d'hyperactivité, mais en tout cas de mener plein de projets à la fois et d'aimer la rapidité, ça peut parfois être un peu frustrant, du coup. Mais voilà, c'est comme ça. Il y a aussi ce facteur temps qui agit. Exactement. Donc, ne suivez pas les conseils des personnes qui vous disent qu'ils vont vous régler ça en un claquement de doigts. Ça n'est pas possible. Oui, ça prend du temps et un temps qui est différent pour chacun. Tu l'as rappelé aussi. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Oui, nous arrivons cette fois vraiment à la fin de notre entretien, Robin. Où est-ce que, si tu le souhaites, où est-ce que les personnes pourraient éventuellement te contacter ? Les personnes peuvent me contacter sur mon blog. J'ai créé un blog là, il y a quelque chose comme un an et demi même peut-être. Oui, tu veux nous en parler un peu plus ? Je prends 1 minute, mais en fait, à l'issue justement de cette deuxième partie d'hypnose et de la TCC, je me suis dit tiens, peut-être que si tu veux aller encore plus loin dans cette thérapie, mets-toi à nu et parle de ton hyperphagie, parce que j'en avais jamais parlé à personne. Et donc j'ai créé un blog sur lequel je parle de cette hyperphagie. Je raconte aussi mon expérience, et puis surtout je donne des informations à toutes les personnes qui pourraient être intéressées, puisque j'en ai pas trouvé moi à l'époque. Là, tu vois, quand je repense à 4-5 ans en arrière, j'en avais pas trouvé. J'avais rien qui me disait ce que c'était. Donc en tout cas, voilà, ce blog, il m'a lui aussi servi de thérapie. Comme quoi, tu vois, ça revient dans ce qu'on se disait. Il y a plein de thérapies différentes, il y a plein de choses mises bout à bout. Et du coup, vous pouvez me retrouver sur ce blog qui s'appelle bonjourmotivation.fr. Oui, bien sûr, nous mettrons le lien dans la description de cet épisode. Je te remercie beaucoup, Robin, pour ta disponibilité, pour être venu partager ton expérience. Je suis vraiment ravie que les témoignages d'hommes se multiplient sur le podcast. Donc, s'il y a des hommes qui nous écoutent, mais n'hésitez pas à prendre contact avec moi pour venir apporter, vous aussi, votre pierre à l'édifice. Je te souhaite une très bonne continuation et puis une très bonne continuation en tant que papa aussi, puisque nous avons commencé avec l'évocation de ta toute petite fille. En tout cas, à l'heure où nous enregistrons cet épisode au mois de juillet, elle vient d'avoir 3 mois, tu nous disais. Je suis sûre qu'il y aura plein de belles choses que tu pourras lui transmettre, très éloignées de toutes les craintes que tu nous as évoquées au début de l'enregistrement de cet épisode. Je te souhaite une très bonne continuation, donc Robin, merci encore et puis à très bientôt. Merci à toi de m'avoir accueilli sur ton podcast. Merci de livrer autant de témoignages. Je pense que les témoignages, c'est aussi une partie de la thérapie, de voir que d'autres ont pu s'en sortir. Donc merci pour ton travail, Anne. Et à bientôt. À bientôt. Merci d'avoir écouté le témoignage de Robin.
vous mettons le lien vers son blog dans la description de l'épisode. Et comme toujours, nous attendons vos retours et vos avis qui sont, vous le savez, extrêmement précieux pour poursuivre cette aventure du podcast La pleine conscience du pouvoir. Et je vous donne rendez-vous très bientôt pour un prochain épisode.